Merci Zakaria. Donc, on va enchaîner par l'insuffisance rénale aiguë qui, qui a plusieurs aspects particuliers en périopératoire. On va d'abord discuter des actualités diagnostiques, comment diagnostiquer cette insuffisance rénale aiguë, et puis par la suite parler de la stratégie thérapeutique et préventive. Donc l'insuffisance rénale aiguë, c'est un syndrome clinique, c'est un syndrome, donc ça regroupe plusieurs entités. Et puis, c'est essentiellement le sepsis, l'insuffisance cardiaque. La partie périopératoire, c'est une partie de l'ensemble des insuffisances rénales aiguës. Le problème de l'insuffisance rénale aiguë, c'est qu'on ne peut pas avoir détecté des changements mineurs, comme c'est le cas pour la troponine par exemple. On n'a pas de troponine pour le rein. On ne peut pas monitorer le flux rénal sanguin. Ce qu'on a, le débit urinaire et la créatinine sont des marqueurs qui, ils vaut ce qu'ils vaut, ils sont efficaces, mais ils n'ont pas cette spécificité qu'on a dans d'autres organes. Alors la définition, il faut suivre la définition du CADICO, c'est 2012, ça date déjà, et en 2023, je pense qu'il y a un consensus actuellement. À la fin de l'année, il y aura une autre définition de l'insuffisance rénale aiguë concernant le groupe CADICO. Alors, ce qui est important dans la définition du CADICO, c'est que ça retient aussi la variation de la créatinine. Exemple, si vous avez un patient qui rentre avec une créatinine à 6, en post-opératoire, vous avez une créatinine à 10 qui est normale. Là, vous avez déjà augmenté la créatinine de 1,5 fois. Donc, vous êtes déjà en CADICO 1 alors que vous avez une créatinine à 10. C'est un grand piège. Vous avez une créatinine à 10, vous avez une diurèse, mais le patient est déjà en CADICO 1, il est déjà en insuffisance rénale aiguë avec toute la morbidité et la mortalité qui s'ensuit. Donc ça, c'est le piège. Après, c'est plus une stratification pour les études aussi et pour le pronostic du malade. Le problème de cette définition, donc c'est la meilleure, c'est une définition de consensus, mais le problème de cette définition, c'est qu'on a une zone aveugle où il y a un début de lésion rénale, mais en même temps, la créatinine ne bouge pas. La clairance, elle est correcte. Et normalement, on devra avoir ce marqueur qui va nous détecter ce début d'insuffisance rénale avant que s'installe l'hypercréatinémie et avant que s'installe cette diminution drastique de la clairance. Les marqueurs actuellement qui peuvent faire ça, c'est le marqueur du dommage cellulaire. Donc voilà, dans la suite de ce que j'ai dit, il y a un continuum de l'insuffisance rénale. Il y a des stades, il y a l'injury, il y a le damage, et ça va continuer. La définition de CADICO est arbitraire, donc ça repose sur la créatinine et ça repose sur le débit urinaire. Et l'idéal, c'est de dépister ces patients qui vont faire de l'insuffisance rénale à gauche, quand on a le risque augmenté, quand on a le damage, avant l'installation de cette augmentation de la créatinine, pour pouvoir faire des procédures préventives et pour ne pas tomber justement dans l'insuffisance rénale. Alors les marqueurs, c'est une nouveauté, c'est les marqueurs urinaires du cycle cellulaire. C'est le type 2, le type 2 et les IGFBP7. Donc ce sont des marqueurs du cycle cellulaire et qui vont augmenter ou diminuer s'il y a une souffrance cellulaire. Dans cette étude de chirurgie cardiovasculaire, parce que c'est la chirurgie cardiovasculaire qui est la pourvoyeuse d'insuffisance rénale aiguë en périopératoire, on a une augmentation bimodale d'un rapport des deux marqueurs. Quand on a cette augmentation, on sait que le malade va faire une insuffisance rénale aiguë. Donc c'est très spécifique et très sensible. Et ces marqueurs-là, c'est ce qui existe dans le nephrocheck. Le nephrocheck, ça existe au Maroc. On ne l'utilise pas beaucoup. Il y a eu même des conférences dans la SMAR sur le nephrocheck. On n'utilise pas beaucoup parce que les néphrologues ont abandonné un peu. Ça ne sert pas beaucoup c'est pas intéressant pour eux. Mais ça existe. Dans notre contexte de chirurgie vasculaire majeure, de chirurgie cardiovasculaire, on peut l'utiliser. Et justement, cette équipe a prouvé que ça peut détecter l'insuffisance rénale. Et elle est en train de monter une étude prospective pour montrer que quand on détecte, quand il y a une augmentation et qu'on fait des mesures préventives et qu'on s'acharne et qu'on monite correctement, est-ce que ça va se répercuter sur la diminution de l'incidence de l'insuffisance rénale? Et donc, c'est important de savoir que c'est les marqueurs maintenant qui sont validés dans la détection de l'insuffisance rénale aiguë.
Un autre intérêt de ces marqueurs, c'est qu'ils ne sont pas influencés par une insuffisance rénale chronique ou par une cardiopathie. L'air sous la coupe, qui va un moyen entre sensibilité et spécificité, elle est à 0,80, ce qui est pas mal, donc c'est un très bon marqueur. Mais quand on a une insuffisance rénale chronique, cette R sous la courbe devient à 0,9. Il est encore plus sensible et plus spécifique. Et donc, même si vous avez un patient qui a une insuffisance rénale chronique, une créatinine augmentée, l'augmentation de ces marqueurs montre qu'il y a une acutisation de l'insuffisance rénale chronique. Donc, je pense que dans l'avenir, ça va être les marqueurs de référence pour détecter précocement une insuffisance rénale aiguë en contexte périopératoire. Là, je parle du contexte périopératoire. Alors, un peu d'épidémiologie. Bien sûr que l'insuffisance rénale aiguë, c'est plutôt la réanimation, le choc septique, l'insuffisance cardiaque. Mais en périopératoire, il y a souvent des stades 1, mais quand même, la mortalité, elle est de 19%. Ça ne veut pas dire que c'est le rein qui est responsable de cette mortalité, mais c'est un malade grave. En tout cas, il y a une association avec une mortalité élevée, insuffisance rénale et mortalité, qui peut atteindre 19%. Les chirurgies les plus pourvoyeuses, c'est essentiellement la chirurgie cardiaque. Quant à l'hémodialyse, c'est la cardiaque et la chirurgie vasculaire. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette insuffisance rénale aiguë? Les facteurs de risque, il y a beaucoup qu'on ne peut pas modifier, l'âge, le BMI. Ce qu'on peut modifier, c'est par contre l'hypotension intraopératoire, la transfusion sans argument, la durée de la chirurgie, la durée de la CEC. Donc ça, ce sont des facteurs qu'on peut modifier. Un petit mot sur la clairance dans ce contexte périopératoire. La première étude, elle a testé plusieurs formules de clairance par rapport à une mesure réelle de la clairance. Et finalement, il y a très peu de formules qui vont être spécifiques et sensibles dans ce contexte de réanimation et de périopératoire. Il y a une formule de CKD et puis cystatine C c'est une formule qui va utiliser la cystatine et la créatinine. Malgré ça, ce n'est pas vraiment efficace. Et du coup, le plus simple à utiliser dans notre contexte, il ne faut pas utiliser le Cockcraft en réanimation. Il faut utiliser la clairance urinaire de la créatinine. C'est très simple. Vous devez avoir la concentration de la créatinine dans les urines, la concentration de la créatinine dans le sang, le débit urinaire, et vous avez votre formule qui surestime un peu la clairance de la créatinine, mais qui n'est pas chère du tout et qui est acceptable et qui rejoint un peu les autres formules. On va voir les mesures préventives et thérapeutiques. Donc, en gros, si on veut résumer, il n'y a pas de traitement spécifique, on va voir ça, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'insuffisance rénale aiguë. Il faut plutôt traiter la cause, le sepsis, l'insuffisance cardiaque, comme j'ai dit. Et puis, quand on va faire des stratégies de prévention, c'est les mêmes stratégies pour stopper l'évolution. On va faire la même chose, soit prévenir, et si on a un Cadigo 1, prévenir l'évolution vers un Cadigo 2, 3. Donc, finalement, la prévention et le traitement dans l'insuffisance rénale aiguë périopératoire, c'est la même chose. Alors, des exemples de traitements qu'on a testés. On a pensé que l'érythropoïétine pouvait améliorer l'insuffisance rénale ou l'incidence dans la CCV, pas du tout. Deuxième traitement, c'est le phénoldopam, la même chose avec plus d'hypotension. On a testé le bicarbonate dans la chirurgie cardiaque, pas de résultat sur l'insuffisance rénale et peut-être plus de mortalité, donc vraiment aucun traitement curatif parce que finalement c'est un syndrome, c'est une multitude de physiopathologies et un seul traitement magique n'existe pas en insuffisance rénale aiguë. Grande question, les diurétiques. On a la main facile à prescrire des diurétiques, il ne faut pas les prescrire. Donc les recommandations de l'ESIGM et les recommandations de Cadigo sont claires. Contre, c'est exceptionnel qu'on dit contre de façon franche, ils sont contre les diurétiques de Lens uniquement pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë. On va les utiliser pour contrôler ou éviter une surcharge hydrique. Point. Le Cadigo, il recommande de ne pas utiliser les diurétiques pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë. Quand vous avez un patient qui est olégurique, vous mettez des diurétiques, vous avez peut-être une petite diurèse, mais ça ne va pas modifier le pronostic de l'insuffisance rénale. Ça peut entraîner une souffrance rénale de plus. Donc là, vous êtes satisfait sur le champ de voir une diurèse, mais vous êtes en train de faire sombrer le pronostic à long terme.
Donc voilà les stratégies CADIGO pour prévenir et arrêter la progression de l'insuffisance rénale aiguë. Les grands deux chapitres, donc arrêter les agents néphrotoxiques, notamment les aminosides par exemple, ou bien les prescrire de façon coordonnée, de façon suivant les guidelines. Deuxième des choses, assurer une volémie et une pression de perfusion qui est correcte, un monitorage hémodynamique correct, bien sûr monitorer la créatinine et la diurèse, puisque à ce jour, c'est le CADIGO qui est la définition qui est retenue, donc finalement, c'est la définition qu'on utilise. Éviter l'hyperglycémie, et puis éventuellement ne pas utiliser les produits de contraste, on verra ça à la fin. Pas ne pas utiliser, mais avoir un algorithme pour utiliser les produits de contraste. On va commencer par le remplissage vasculaire. Dans le remplissage vasculaire, il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'on va être restrictif ou libéral? Combien il faut faire dans la ration de base pour une chirurgie abdominale majeure? C'est l'exemple type. Et phase où on était plutôt restrictif, plutôt libéral, plutôt entre les deux. Donc là, c'est un papier, on était plutôt restrictif. On a testé une stratégie restrictive et libérale. Et on a vu le outcome, c'était à 1 an. Donc ça, c'est intéressant. Après 1 an, on va voir la survie sans handicap. Alors, ce n'était pas associé à un taux de survie sans handicap différent, mais la stratégie restrictive de remplissage était associée à un taux élevé d'insuffisance rénale aiguë et d'épuration extrarénale. Donc, quand on est trop restrictif, on va induire de l'insuffisance rénale. Quand on est trop permissif, trop libéral, on va aussi induire de l'insuffisance rénale. Dans cette étude, la surcharge hydrique elle est corrélée à la mortalité. Plus il y a de balance hydrique positive, plus il y a une mortalité élevée. Et donc, là aussi, la conclusion, c'est que la surcharge hydrique est associée à un risque élevé de mortalité. Alors, une autre étude qui va résumer un peu les deux, on a divisé, c'est rétrospectif certes, mais on a pris un grand échantillon et on a divisé en 5 groupes selon le volume de remplissage qu'ils ont pris. La mortalité, elle est élevée dans les deux extrêmes. Quand ils sont trop remplis, on a plus de mortalité. Quand ils sont peu remplis, on a plus de mortalité. On a plus d'insuffisance rénale aussi, quand ils sont en overload et quand ils sont hypovolémiques. Donc finalement, il faut être entre les deux, avoir cette stratégie de ne pas entraîner de surcharge volémique. Le rein a une capsule qui est inextensible. Ça peut entraîner aussi de l'insuffisance rénale, parce que dans le temps, on se disait qu'il faut remplir, il faut surtout que le patient ne soit pas vide. On est revenu un peu pour dire qu'il faut être restrictif en chirurgie digestive, et puis après l'étude que j'ai montrée au début, on revient à être équilibré. Et donc, c'est un algorithme un peu simple qui va voir le risque du patient, le risque chirurgical, et plutôt il favorise une balance positive de 1 litre, surtout pour les chirurgies majeures, de DPC, de l'œsophage. On sait qu'il y a une diurèse qui est un peu diminuée au cours de l'acte, et donc on est plutôt dans le débit positif de 1 litre durant l'acte opératoire, et pas en réa. En réa, il ne faut jamais donner de surcharge hydrique. Donc c'est une stratégie qui peut être intermédiaire pour ne pas trop remplir ou ne pas remplir. Donc en général, on est maintenant dans les 7 ml kg, ça dépend des types de chirurgie, mais dans les 5-7 ml kg. Alors, ça c'est la stratégie de volémie, mais avec quoi on doit remplir? Donc, un petit schéma qui montre que le taux de chlorémie est en relation directe avec la mortalité. La probabilité de décès dans les 30 jours de la chirurgie est corrélée à une chlorémie qui est maximale. Ça, c'est une étude qui date déjà. C'est les premières études qui ont montré que finalement, ce n'était pas le sodium qui est responsable de cette vasoconstriction des artérioles du glomérule, mais c'est plus le chlore. Et donc, quand on a une hyperchlorémie, on a plus de mortalité. Ça, c'est énorme. Plus, bien sûr, d'insuffisance rénale. Et du coup, il y a des études qui sont très bien faites, qui ont comparé de façon randomisée, prospective, les solutés balancées au sérum salé,
soluté balancé, le plasmadite, le ringalactate, dans cette étude, au sérum salé. Première étude à gauche, c'est dans la réanimation. Et là, le outcome, le primary endpoint est positif. C'est un primary endpoint composite de 3 choses. Premièrement, une créatinine 2 fois la normale, une dialyse de nouveau et la mortalité. Et on a un résultat qui est positif, que ce soit pour les malades de réa, que ce soit pour les malades de l'étage, des services médicaux. Donc, depuis cette étude, on a conclu que pour les malades, pour le remplissage tout court, le sérum salé est associé à un grand risque par rapport aux solutés balancées. La même équipe a fait une grande méta-analyse en 2022 qui va regrouper toutes les études qui ont comparé le sérum salé aux solutés balancées. Alors l'étude n'est pas positive vraiment, mais il y a un signal qui montre que quand on met un soluté balancé, un cristalloïde balancé, le risque relatif de réduction de la mortalité est de 9%. D'accord ? Ce n'est pas vraiment significatif, mais il y a un grand signal en faveur des solutés balancées. En tout cas, il n'y a aucune étude qui montre que le sérum salé est meilleur que la soluté balancée. Beaucoup d'études montrent que le soluté balancé a un meilleur pronostic par rapport au salé. On espérait que cette méta-analyse montrait, trancher le débat. Elle n'est pas vraiment positive, mais par des méthodes statistiques, ils ont montré que la probabilité est élevée que l'effet moyen d'utiliser une solution balancée est de réduire la mortalité. Donc c'est une probabilité moyenne pour réduire la mortalité en cas de soluté balancée. Qu'en est-il de remplissage péropératoire? Il y a très peu d'études comparant le sérum salé aux solutés balancées. Cette étude le fait de façon prospective en chirurgie programmée orthopédique ou colorectale. Et là, il n'y a pas de différence. Ce qui est logique, puisque c'est des volumes qui sont raisonnables. Donc, si on peut dire, on peut remplir par du sérum salé au bloc opératoire, parce que finalement, ce ne sont pas d'énormes volumes, on n'arrivera pas à l'acidose, à l'hyperchlorémie que va induire ce sérum salé. Et donc, en péropératoire, ils n'ont pas trouvé de différence entre le sérum salé et les solutés balancées. Qu'en est-il des colloïdes? Là aussi, c'est une étude prospective randomisée. C'est Emmanuel Futier qui publie beaucoup sur ça. Et là aussi, il n'y a pas de différence significative entre les deux pour un endpoint qui est fait de complications majeures et de mortalité. Mais il y a plus d'insuffisance rénale dans le groupe colloïde. La conclusion de l'article, c'est que puisqu'il n'y a pas d'avantage des colloïdes et puisqu'on connaît qui sont néfastes pour la coagulation, pour l'insuffisance rénale, donc il n'y a aucune indication à mettre des colloïdes pour le remplissage. Et quand je parle de remplissage au bloc opératoire, c'est la ration de base classique. Les colloïdes, on va les laisser quand il y a un choc hémorragique et quand ça ne répond pas au cristalloïde. En résumé, pour ce qui est du remplissage et de soluté de remplissage, ça c'est des recommandations européennes. Donc on suggère des cristalloïdes, préférer les solutés balancées, c'est ce qu'on vient de dire, et il faut, pour les cas graves, monitorer et optimiser le volume d'injection systolique, et bien sûr, en réanimation, éviter la surcharge hydrique. Ça, c'est la première volet, c'est la volémie et la soluté de remplissage. Deuxième volet, c'est l'hypotension périopératoire. Dans cette étude, ça a montré que une tension artérielle inférieure à 55 mm de mercure, même pour des courtes durées, on voit là, par exemple, au début, c'est entre 1 et 5 minutes en bleu. Donc une hypotension péropératoire entre 1 et 5 minutes va entraîner plus d'insuffisance rénale aiguë. C'est énorme. Un des pièges, c'est de faire l'induction anesthésique, attendre le chirurgien qui va faire séchant. Ça peut durer 10 minutes, 15 minutes. Il ne faut pas donner des vasopresseurs parce qu'avec l'incision, ça va monter. C'est des réflexes qu'on peut faire. Il ne faut pas accepter ça. Donc, il faut toujours avoir cet objectif de PAM à 65 mm mercure. Et là, on voit que le tiers des hypotensions dans cette étude, ils sont avant l'incision chirurgicale. Et dans cette étude aussi, quand le PAM est inférieur à 65 mm mercure, c'est associé à une insuffisance rénale aiguë en post-opératoire. Donc,
ça, c'est 4 grandes études qui disent la même chose, avec des seuils différents, avec des durées d'hypotension différentes, mais finalement, c'est la même chose. Il ne faut pas accepter de l'hypotension péropératoire. On va dire que c'est 65 mm de mercure qui doit être le cut-off en chirurgie réglée. Il y a aussi l'autorégulation qui est un peu déviée vers la droite chez le patient hypertendu. Et donc, chez le patient hypertendu, il faut accepter des chiffres encore plus hauts de tension artérielle moyenne, on va dire 75 ou 80 mm mercure, ou bien se fier à la valeur de base et ne pas descendre au-dessous de 10%, maximum 20% de la valeur de PAM initiale. Les recommandations de l'ASFAR ou de l'ESIGM, donc pratiquement la même chose. La tension artérielle doit être entre 65 et 70 en gros. L'hypertendu, les uns disent supérieur à 70, sans trancher, les autres disent entre 80 et 85. Donc en gros, c'est 65 pour la PAM, 75-80 pour le patient qui est hypertendu. Juste un petit mot, parce que finalement, on est en train de voir la PAM à 65, mais finalement, on a besoin de pression de perfusion tissulaire. Et la pression de perfusion tissulaire, c'est la PAM ou la PVC. Donc finalement, dans le futur, est-ce qu'on ne va pas utiliser la pression de perfusion tissulaire? Il n'y a pas de preuve pour l'instant. Donc c'est un article critique qui parle de ça. Je l'ai mis juste pour discuter. Et donc finalement, la vraie pression de perfusion, c'est la PAM moins PVC. Jusqu'à maintenant, on utilise toujours la PAM comme moyen. Mais le message de ce diapo, de cette plaque, c'est que parfois il faut être vigilant. Si vous avez une pression intra-abdominale qui est très élevée, si vous avez un syndrome de compartiment abdominal et vous avez des pressions abdominales très très élevées, bien sûr qu'il faut aller au-delà de 65. C'est clair. Autrement, vous aurez de l'insuffisance rénale immédiatement. Si vous avez 35 de pression intra-abdominale, vous ne mettrez pas l'objectif à 65. Vous irez un peu plus haut. Donc, je pense que l'avenir, c'est la personnalisation de la prise en charge du patient, surtout les patients lourds, surtout l'objectif de PAM pour chaque patient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez de l'hypotension? Quelle est la drogue de choix pour justement remédier à cette hypotension? Ça sous-entend que le patient est overlymique. Et donc, ça c'est juste pour le rappel, c'est la noradrénaline qui a fait ses preuves. Quand on a ça c'est une étude animale, donc on a pu faire des saignées, on a pu faire un remplissage restrictif, on a mis de la noradrénaline. Ce qui est intéressant, c'est que ça augmente le débit systémique, ça augmente la tension artérielle, mais quand il y a une hypovolémie, ça ne perturbe pas la circulation splénique. Ça, c'est important. Parce que dans le temps, on pensait, on mettait de la noradré, on avait peur pour la circulation splénique parce qu'il y a une vasoconstriction intense. Mais toutes les études ont montré que dans ce contexte de choc, d'hypovolémie ou de normovolémie, la noradrénaline n'altère pas la perfusion splénique. C'est-à-dire que l'augmentation du débit cardiaque qu'elle permet, sa physiologie dépasse la vasoconstriction qu'il met pour les artères spléniques, pour la circulation splénique. Et dans cette étude, il n'y a aucune différence entre le contrôle-groupe et le groupe noradrénaline concernant la circulation splénique, la microcirculation splénique. Ça, c'est intéressant. Donc la noradrénaline nous permet d'augmenter la PAM sans perturber la circulation régionale. Les recommandations, qu'est-ce qu'ils disent? Les IGM, donc c'est la noradrénaline, éventuellement de la vasopressine pour la chirurgie cardiaque, surtout quand on a une vasoplégie importante. Donc là, je parle uniquement du contexte préopératoire. Quand on a une vasoplégie qui rebelle à la noradré, on peut ajouter de la vasopressine en chirurgie cardiaque. Et la CADIGO insiste sur les protocol-based management. Il faut toujours avoir un protocole quand on a un patient à haut risque chirurgical. Alors, ça c'est une étude aussi d'Emmanuel Futier, de l'équipe de Clermont-Ferrand. C'est une étude, je pense que c'est la seule jusqu'à maintenant, qui va avoir une stratégie de voir la pression artérielle de manière ciblée et de la comparer de façon randomisée à une stratégie standard. Ils ne mettent pas la PAM, ils mettent la PAS. Et ils vont laisser la PAS au-delà. La variation, c'est 10% durant tout l'acte opératoire. L'autre groupe,
ils vont le traiter comme ils traitent habituellement. Et qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Ils ont un risque de dysfonctionnement d'organes qui est de 57% dans le groupe standard. Ça, c'est des grands malades de chirurgie abdominale. Mais qui devient, quand on fait une approche personnalisée, qui devient à 38%. Ce qui est énorme, pratiquement 20% de gain, rien que par faire une stratégie. C'est le même drogue, c'est le même monitorage. Mais là, on a fait un protocole standardisé avec un objectif. On va suivre cette pression artérielle, on ne va pas la laisser chuter. Donc finalement, on a aussi pu réduire l'insuffisance rénale aiguë par cette stratégie protocolisée. Donc, si on veut résumer, il ne faut pas accepter les potentiels en périopératoire, il ne faut pas de surcharge artérielle, pas d'hypovolémie, il faut une gestion protocolisée de l'hémodynamique, et il faut une stratégie individualisée de prise en charge dans la mesure du possible. Juste quelques slides particulières, le contrôle de la glycémie et le produit de contraste iodé. Alors pour le contrôle de la glycémie, là on est entre des objectifs de 1.1 et 1.5. On n'est plus dans le contrôle strict depuis l'étude du NEJM qui a montré qu'on a plus de mortalité quand on essaie d'être trop strict en matière de glycémie parce qu'on peut induire des hypoglycémies. Et du coup, les objectifs de glycémie, c'est entre 1,1 et 1,5. C'est ce qui recommande aussi toutes les sociétés. Là, notre objectif, c'est les 3 premiers jours, de ne pas dépasser 1,5 g pendant 3 heures. Donc ça, c'est un papier récent d'anesthésie analgésien. Une autre question qui est très importante, c'est les produits de contraste iodé. Je pense qu'on la pose chaque jour dans notre pratique. Vous avez un patient, chirurgie vasculaire, pontage fémoral par exemple, vous voulez faire un scanner, un angioscan, est-ce que vous l'injectez ou non? Il avait déjà une insuffisance rénale, il a un Cadigo 2, vous l'injectez ou non? Donc, là, les recommandations sont claires et il y a un article qui vient de sortir en 2023 qui a comparé tous les patients qui ont été injectés, bien sûr en respectant les guidelines, et finalement, ça n'aggrave pas l'incidence de l'insuffisance rénale. Ça n'entraîne pas plus d'insuffisance rénale persistante, mais à condition que le patient ne soit pas hypovolémique. Les recommandations européennes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on suggère de ne pas retarder les explorations ou les interventions en urgence qui vont utiliser le produit de contraste. C'est-à-dire que si j'ai une suspicion de péritonite, bien sûr que je vais injecter le malade. Parce que l'injection de produits de contraste, on n'a plus ces produits de contraste qui ont été très délétères pour le rein. C'est des nouvelles générations. Certes, c'est une toxicité rénale, mais qui n'est pas aussi toxique qu'auparavant. Et donc, en résumé, vous avez une indication en urgence, vous avez une indication qui va modifier la prise en charge thérapeutique. Vous suspectez un problème vasculaire, vous suspectez une péritonite. On peut faire une injection, mais à condition que le patient ne soit pas hypovolémique. C'est la seule précaution à prendre. Donc, il faut remplir le malade, l'envoyer au scanner, et puis éventuellement le remplir après. Dernier mot concernant l'insuffisance rénale aiguë. Alors, ce n'est pas aigu vraiment parce qu'il y a toujours un degré de chronicité, voire des conséquences à moyen ou à long terme. C'est une étude qui a suivi les insuffisances rénales aiguës jusqu'à 1 an, et quand on voit les patients après 1 an, il y a une progression vers la maladie rénale chronique, il y a plus de progression vers des événements cardiovasculaires, plus d'incapacité fonctionnelle prolongée et plus de décès. Et donc, quand vous avez une insuffisance rénale aiguë en périopératoire, même s'il sort avec une créatine à 11, à 12, il faut l'envoyer en consultation néphrologique. Peut-être qu'il va lui prescrire des statines, peut-être qu'il va lui prescrire des IEC. En tout cas, il ne faut pas dire que c'est aigu. Il a repris une diurèse. Il faut absolument qu'il va en néphrologie, parce que le rein, l'insuffisance rénale, ce n'est pas uniquement le rein, comme a dit le professeur Houari, c'est très dépendant des autres organes. Il y a des complications cardiovasculaires. Il y a aussi un risque de décès qui est supérieur si on avait déjà fait une insuffisance rénale dans l'an dernier. Donc voilà, en conclusion, on va voir de plus en plus d'insuffisance rénale aiguë périopératoire parce qu'il y a des malades plus graves avec beaucoup de comorbidités. Donc c'est notre pratique quotidienne, on voit ça chaque jour. Il n'y a pas de thérapie spécifique, comme on a dit. Le furosémide, ce n'est pas un traitement d'insuffisance rénale aiguë. Il faut surtout prévenir l'hypotension, bien gérer le remplissage vasculaire, plutôt des cristalloïdes balancés, et puis monitorer le patient selon le degré de gravité de la chirurgie, selon ses facteurs de risque,
Et peut-être dans le futur, les deux piliers de recherche, c'est dépister l'insuffisance rénale précocement. Deuxième pilier, c'est individualiser la prise en charge des patients.